Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier d'entrée de jeu Jean-François Chassé pour sa gentille invitation à participer à ce colloque sur l'anticipation, mais aussi pour l'amitié et la confiance indéfectible qu'il m'a témoigné en tolérant que je m'absente physiquement de l'événement malgré mon engagement préalable auprès de lui et de vous. C'est à lui aussi, ainsi qu'à mes amis Hélène Després, Sarah Grenier et Jasmin Cormier du Centre Figura, que je dois le présent tour de force d'être virtuellement, ou pour mieux dire, télévisuellement, ou, faisons simple, numériquement, parmi vous. Vous verrez que la forme étrange prise par mon intervention d'aujourd'hui, enregistrée à l'UQAM le 20 avril 2017 et diffusée le 5 mai 2017 à l'UQAM, n'est pas sans affinité avec le propos que je tiendrai, puisque l'œuvre d'anticipation que je veux vous faire connaître et analyser explore précisément la possibilité de recueillir la pensée d'une personne in absentia. Pour parler comme l'auteur que je vais vous présenter, Édouard Rod, l'inouï dont il s'agit tient tout entier dans la perspective d'enregistrer, je cite, « la vie du cerveau », fin de la citation, enregistrer la vie du cerveau d'un homme après sa disparition. En l'occurrence, la mienne, ma disparition, n'est pas aussi définitive que celle du personnage subissant l'autopsie du Dr Z dont je vais bientôt vous conter l'histoire. Non, je ne suis pas encore, du moins je l'espère bien, tombé du mauvais côté de l'Érèbe, dans l'au-delà qui nous attend tous. À l'heure actuelle, je devrais être en Provence, près d'Aix, au pied de la montagne Sainte-Victoire, que Cézanne a si souvent représentée. Aussi, si un jour j'ai le bonheur dont je suis privé aujourd'hui, je veux dire celui d'être en votre présence, je serai absolument ahuri et ravi de vous entendre sur les quelques propositions théoriques et analytiques que vous vous apprêtez à entendre. Mais je comprendrai votre oubli. La réponse à la question qu'annonce le titre de ma communication paraîtra évidente à tout le monde, ou presque, je ne veux plus présumer de rien. Néanmoins, elle paraîtra évidente à des gens différents, pour des raisons différentes. Pour le lecteur peu averti ou néophyte, c'est bien simple. Tout est possible en littérature et donc rien n'empêche qu'une fiction naturaliste soit entrée dans l'univers de l'anticipation. Une telle sagesse, dans sa naïveté, est peut-être encore la meilleure et la plus près de la vérité. La réponse à ma question n'est pas moins simple ou moins affirmative pour l'érudit de la science-fiction qui serait versé en histoire littéraire, car une telle personne serait au fait de l'exemple de J.H. Rony aîné. J.H. Rony était un écrivain belge, installé à Paris dans les années 1880, naturaliste à ses débuts, mais on le connaît surtout aujourd'hui pour avoir été l'un des grands fondateurs de la science-fiction moderne. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la page Wikipédia consacrée à l'auteur des Xipéeuses en 1887 et de nombreux romans préhistoriques, dont La guerre du feu en 1911. Il existe même, depuis 1980, un prix littéraire en son nom, le prix J.H. Rony aîné, célébrant la science-fiction francophone. Le silence de la cité d'Elisabeth von Harpour, par exemple, fait partie des premiers lauréats. En revanche, pour le spécialiste du naturalisme en littérature que je suis, si la question paraît de prime abord tout aussi simple, elle appelle assurément une réponse négative. Un naturalisme d'anticipation semble, sinon catégoriquement impossible, du moins théoriquement inadmissible, et en pratique très improbable. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que les œuvres d'anticipation qui ont associé le nom de J.H. Rony à la science-fiction ont paru après que l'auteur a tourné le dos au naturalisme. Il faut savoir que la parution originale des Xipéeuses coïncide avec la publication du Manifeste des Cinq. Ce texte, signé en 1887 par J.H. Rony et 4 autres jeunes romanciers, somme toute inconnus, ce texte clamait haut et fort, au nom de leur suprême respect pour l'art, avec un grand A, s'il vous plaît, et en caractère italique par-dessus le marché. Ce texte clamait haut et fort leur rupture définitive avec l'école naturaliste menée par Émile Zola. Même en faisant abstraction de la signature par J.H. Rony de ce plaidoyer tonitruant et un peu injuste contre la Terre, le roman que Zola publiait cet été-là, tout connaisseur du roman de la seconde moitié du 19e siècle restera sceptique devant l'hypothèse d'une littérature à la fois spéculative et naturaliste. Car il ne faut pas confondre la fiction scientifique, celle que préconisent les écrivains naturalistes, fondée sur le paradigme scientifique de l'enquête médicale et des plaies sociales à soigner, par une littérature exhibant, sans retenue ni délicatesse, l'exemple à suivre ou, beaucoup plus souvent, l'épouvantable repoussoir à ne pas suivre. Il ne faut pas confondre, dis-je, les fictions scientifiques de cet acabit et la science-fiction, qui est tout autre chose.
C'est ce que nous rappelle Arthur B. Evans dans un bel article où il montre que la véritable science-fiction ne se met en place que vers la toute fin du 19e siècle en France, avec le renouveau apporté, entre autres, par les œuvres de Ronnie Heney. L'écriture naturaliste est cette écriture dont le programme officiel vise à dresser un procès verbal très exact de la réalité observable. Il s'agit toujours d'étudier attentivement le réel pour le reproduire fidèlement, et avec la plus scrupuleuse attention aux détails parlants, aux vérités cachées, aux mécanismes secrets du corps humain et du corps social. On pense d'emblée au roman expérimental, essai qu'Émile Zola a publié en 1880, où il déclare, je le cite, « Le plus souvent, il me suffira de remplacer le mot médecin par le mot romancier. » Fin de la citation. En chef de file du courant, Zola, vers cette époque, assume l'investissement littéraire d'une image déjà intimement associée, et de longue date, au réalisme qui ne met pas de gants blancs pour donner à lire la triste et cruelle réalité de l'existence humaine. Cette image, c'est celle du romancier chirurgien. Elle avait été appliquée par Sainte-Beuve à l'auteur de Madame Bovary dès 1857. Je cite Sainte-Beuve. Fils et frère de médecins distingués, M. Gustave Flaubert tient la plume comme d'autres le scalpel. Anatomiste et physiologiste, je vous retrouve partout, s'exclamait Sainte-Beuve. Loin de la rejeter, cette image, Zola se l'approprie et la systématise dans les recueils de textes théoriques. Il en publiera pas moins de 6 en 2 ans, entre 1880 et 1882. Dans l'un de ces recueils, paru 1 an après le roman expérimental, Zola décrit comme suit le travail de l'écrivain naturaliste. Le romancier jette une femme sur la pierre de l'amphithéâtre, la première femme venue, la bonne qui traverse la rue en tablier. Il la dissèque patiemment, montre chaque muscle, fait jouer ses nerfs, cherche les causes et raconte les effets. Et cela suffit pour étaler tout un coin saignant de l'humanité. Fin de la citation. En somme, l'écrivain naturaliste se considère comme un coroner, un médecin légiste. Il préconise de pratiquer, par sa littérature, des autopsies. Si, plume en main, il prétend conduire à une guérison, ce n'est pas à la guérison de la victime, déjà morte, mais à celle de la société, qui peut gagner à être mise au fait des sordides réalités que l'écrivain chirurgien met en lumière. Tel est du moins le parti des naturalistes. En même temps, le naturalisme est aussi l'ambition de réaliser le saut dans les étoiles sur le tremplin de l'observation exacte, qui est une autre formule de Zola. C'est une formule presque aussi célèbre que les précédentes, mais moins publique, celle-là, car elle est tirée d'une lettre datée de 1885, où le romancier se confie à un ami et compagnon d'armes dans la bataille naturaliste, à un homme donc qui s'appelle Henri Séard. C'est ce plongeon dans l'inconnu, procuré par la scrutation scientifique des choses, qui explique pourquoi on rencontre, à l'occasion, dans les grands chefs-d'œuvre du naturalisme, d'épatantes envolées lyriques, nous portant vers le symbole et vers la spéculation, comme il s'en trouve à la fin du roman publié en 1864 par les frères Goncourt, Germier-Lacerteux, ou, chez Zola, à la fin de Germinal en 1885. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre. Fin de la citation. Notons que ces béances futuristes, ouvrant le naturalisme à l'inexploré, et plus largement à l'imagination, n'ont pas à être utopistes, comme le prouve le roman tout juste antérieur à Germinal, dans la série des Rougon-Macquart, La funèbre joie de vivre, où l'on se plaît à annoncer le suicide final des peuples, culbutant en masse dans le noir, refusant d'engendrer des générations nouvelles, le jour où leur intelligence développée les convaincrait de la parade imbécile et cruelle qu'une force inconnue leur faisait jouer. Fin de la citation. Bien que jubilatoires, de telles incartades spéculatives restent marginales dans le roman naturaliste. Allant à l'encontre de l'austère programme de mimésis défendu par ceux qui voulurent intégrer la méthode expérimentale à l'écriture fictionnelle, elles ne suffisent nullement à faire de ces romans des représentants de ce qu'on pourrait appeler une littérature d'anticipation. Cependant, cette voie me semble avoir été frayée, malgré tout, et naturalistement d'ailleurs, quelques années avant les premiers écrits de J.H. Ronnie, par un jeune romancier suisse de la même génération que lui, d'1 an son cadet, j'ai nommé Édouard Rod.
À l'occasion d'une longue nouvelle qui a donné son nom au recueil, dont elle constitue la pièce inaugurale et maîtresse, L'autopsie du Dr Z de 1884, Rod effectivement déploie un récit cadrant parfaitement dans ce que Simon Bréant, reprenant un titre de Serge Lehmann, appelle l'imagination scientifique, ce corpus épars qui, selon Simon Bréant, n'existe que comme accumulation aléatoire de récits qui ne sont ni réalistes ni fantastiques et dont les différentes modalisations, depuis l'aventure coloniale jusqu'à la méditation métaphysique, ne se prêtent guère au regroupement. Fin de la citation. Pour ma part, il ne fait aucun doute que la nouvelle de Rod s'inscrit dans cette non-catégorie que Simon Bréant exclut du champ de la science-fiction française, et du reste, je ne tiens pas spécialement à ce que L'autopsie du Dr Z soit perçue comme une œuvre pionnière de ce genre qui, croyons-le, n'émerge en France qu'à partir de 1950. Par contre, je tiens mordicus à signaler que cette fiction, survenant au sein de la carrière de Rod, à l'intersection du naturalisme et de la décadence littéraire, est bel et bien matérialiste et spéculative dans son ontologie. Je reprends tel quel, on l'aura remarqué, la nomenclature qu'applique Simon Bréant à caractériser la science-fiction. Loin d'entretenir une rupture affichée entre un monde de la fiction et le monde de la référence, L'autopsie du Dr Z s'acharne plutôt à présenter un univers qui, supposément, a déjà pu se substituer au monde de référence et qui, à terme, est appelé inévitablement à le remplacer. Je cite Édouard Rod, donc. Quand? Dès que la science aura enfin déchiffré l'énigme de la mort. Oui, bon, c'est pas demain la veille, encore que... Mais il y a plus. L'autopsie de Rod est, à notre connaissance, la seule occurrence au sein du corpus naturaliste de l'un des principaux tropes de la science-fiction. Une machine à voyager dans l'au-delà. Bref, cette nouvelle constitue une sorte d'apax de la production littéraire naturaliste, et à ce compte, elle mérite qu'on s'y intéresse. D'ailleurs, des efforts récents ont été faits en ce sens. Comptant 7 récits en tout, le recueil d'Édouard Rod passa inaperçu à l'époque de sa parution. Inutile d'ajouter qu'il est de nos jours totalement oublié. Pourtant, la nouvelle titre a été rééditée en 2009, dans une anthologie de science-fiction suisse romande parue sous le titre Défricheur d'imaginaire chez le très enthousiasmant éditeur Bernard Campiche. Tout récemment encore, il y a à peine un an, la nouvelle de Rod s'est trouvée rééditée, cette fois en version numérique, disponible plein texte gratuitement en ligne dans la bibliothèque numérique romande à Lausanne, aux soins de l'association Les Bourlapapés. Suivant sa mission de promouvoir une culture non marchande accessible à tous, cette association sans but lucratif a jumelé L'autopsie du Dr Z à un texte d'Albert Roulier datant de 1938, ce qui sera mon édition de référence pour la suite de mon propos. Ce que je voudrais accomplir avec le reste du temps qui m'est imparti consiste à vous présenter ce texte curieux. Rod imagine un médecin légiste, le Dr Z, qui aurait inventé un appareil permettant de lire dans la pensée des morts. Dispositif des plus pratiques pour tout professionnel chargé d'effectuer des autopsies. On peut rêver à ce que les juges apprendraient des meurtres et des meurtriers si le point de vue posthume des victimes pouvait être connu. Quoi qu'il en soit, c'est là, dans ce dispositif paranormal, que je reconnais le premier trait typique des fictions que Simon Bréant range dans la classe de l'imagination scientifique, selon lui propre à cette poétique de l'anomalie, voulant que les objets de la science dans l'imagination scientifique sont des anomalies, issues d'une expérience singulière et hors de portée de la communauté scientifique. Fin de la citation. Voyons ce que cela donne sous la plume de Rod. Aussi bon mécanicien qu'il était excellent chimiste, le Dr Z construisit lui-même un appareil qui, autant que je m'en souviens, ressemblait un peu à l'instrument qu'on inventa depuis et qu'on nomma photophone, avec lequel il pouvait, 4 ou 5 jours encore après le décès, suivre le jeu des cerveaux en pleine décomposition. Il détruisit cet instrument comme il brûla ses observations en voyant qu'on lui refusait toute créance, que les plus indulgents le traitaient de fou et les autres de charlatan. Rien ne reste donc de ces grands travaux, et, quand la science aura enfin déchiffré l'énigme de la mort, nul ne pourra savoir si l'obscur praticien de Bordeaux était un précurseur ou un faiseur de dupes. Fin de la citation.
On reconnaît bien là plusieurs des tropes du roman d'anticipation à la Jules Verne, où les merveilles techniques imaginées permettent d'accéder à des lieux réels, mais jusque-là interdits au regard humain, note encore Simon Briand. Honnêtement, à la première lecture de la nouvelle de Rod, j'avais tout de suite pensé à l'imaginaire de Verne. Et, quelque temps plus tard, je m'étais retrouvé à donner une communication sur la question, au terme de laquelle Jean-François Chassé m'avait, toujours très amicalement, vous le connaissez, fortement suggéré d'aller relire un auteur que je néglige inexcusablement depuis des années déjà, Edgar Allan Poe. Jean-François avait nommé la nouvelle « La vérité sur le cas de M. Valdemar », en affirmant que j'y trouverais sans doute pâture. Il ne se trompait pas. Pour mémoire, rappelons que le cas de M. Valdemar est celui d'un homme distingué, sophistiqué, au tempérament, je cite, singulièrement nerveux, qui fait de lui, je cite encore, un excellent sujet pour les expériences magnétiques. Fin de la citation. Ce qui fait de son cas l'une des histoires extraordinaires racontées par Poe est que M. Valdemar aurait été, d'après un narrateur posant scientifique crédible, intéressé aux sciences occultes de la psyché, le premier homme à avoir été magnétisé in articulo mortis. Cette expérience étrange, tentée une seule fois en attendant l'opportunité d'une nouvelle investigation, finit par prolonger la vie de l'agonisant M. Valdemar pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'on le libère du joug de l'hypnose. Sur le long intervalle, le narrateur magnétiseur arrive à converser avec Valdemar, qui lui répond d'une voix d'outre-tombe, une voix, je cite, « à l'étrangeté extraterrestre », selon la traduction de Baudelaire. Rod, il faut le dire, à l'instar de la plupart des jeunes naturalistes de sa génération, Huysmans, Séard, Hennick, etc., admirait profondément l'œuvre du traducteur de Poe. Plusieurs vers des Fleurs du Mal sont cités dès les premières pages de son roman de 1885, La course à la mort, qui est paru juste après l'autopsie du Dr Z. En fait, si cette longue nouvelle de Rod m'avait d'abord paru vernienne, c'est sûrement que Jules Verne était lui-même grand admirateur et continuateur de Poe. Dès les premières lignes de l'autopsie du Dr Z, le narrateur, tout comme chez Poe, cherche à asseoir la vérité de son récit par diverses stratégies textuelles. Rod reprend notamment à Poe, comme vous allez le voir, l'astucieux procédé textuel qui consiste à renvoyer d'entrée de jeu le lecteur à un référent supposément connu et partagé par tous, celui du bruit qui s'est fait, le bruit qui s'est fait autour d'une affaire ayant récemment ébranlé les sphères du savoir. Je cite Rod. On se rappelle peut-être encore, dans le monde scientifique, le bruit que firent, il y a une dizaine d'années, les découvertes du Dr Z, qui d'ailleurs eurent le sort de beaucoup de découvertes et furent universellement niées. Je saute, dis-je bien, quelques lignes. Sa brochure « Observation sur quelques phénomènes de l'existence cérébrale » souleva un tollé général et lui enleva peu à peu toute sa clientèle. Je saute une phrase. Le physiologiste prétendait que la vie du cerveau ne s'éteint pas en même temps que celle du corps, qu'au contraire, elle continue pendant une période qui varie de 7 à 10 jours après le dernier soupir. Fin de la citation. Relisons maintenant la première phrase de La vérité sur le cas M. Valdemar. Que le cas extraordinaire de M. Valdemar ait excité une discussion, il n'y a certes pas lieu de s'en étonner. Fin de la citation. Là, comme ici, la véracité du récit donné à lire constitue l'enjeu premier, du moins pour le narrateur, qui se positionne en témoin voulant dissiper un malentendu scientifique, voire formuler un démenti contre la rumeur concernant l'un de ses champs d'expertise. On reconnaît, dans l'un comme dans l'autre des incipits, le langage scientifique mis au service d'une thèse pseudo-scientifique, mécanisme systématisé par les romanciers naturalistes. On notera aussi que Rod, toujours afin d'asseoir la véracité du récit, emploie une stratégie typiquement zolienne que Sophie Ménard a retracée dans un bel article sur Thérèse Raquin. Quelle est-elle, cette stratégie? L'imbrication étroite du savoir scientifique moderne et des savoirs traditionnels ou folkloriques. En effet, la croyance populaire veut que l'âme mette un certain nombre de jours à quitter définitivement le corps des défunts, d'où les pratiques en vigueur à l'époque des nuits de veille du cadavre et des 3 jours d'attente avant l'enterrement de la dépouille. Bien entendu, Césus répondait à des impératifs aussi bien communautaires et rituels que médicaux,
attendu que la délimitation entre vie et mort n'était pas aussi nette qu'elle l'est de nos jours. Le coma, mort partielle, ressuscité de la fosse commune ou du champ de bataille, et ainsi de suite, brouillait la frontière vie-mort. Alors quoi? Je continue de relever encore d'autres points communs entre les deux textes. Par exemple, le fait que chez Rod, aussi, le sujet de l'expérience paranormale est un individu d'élite, une intelligence hors de l'ordinaire qui ne craint pas la mort et dont les idées posthumes présentent, je cite, un caractère de supériorité aux yeux du praticien penché sur lui. Non, je préfère plutôt clore mon propos en étudiant quelques-uns des déplacements opérés par Rod pour faire de sa nouvelle, très nettement inspirée de Poe, un récit légitimement naturaliste, une réécriture naturaliste de la nouvelle de Poe. Prenons déjà les deux titres. Poe, avec ce mot de vérité, insistait sur l'enjeu de la véracité qui occupe tout l'incipit de son texte. En supprimant le mot vérité du titre pour concéder toute la primauté à l'autopsie, Rod inscrit immédiatement son récit dans la grande famille littéraire du naturalisme que j'ai esquissé plus tôt, celle initiée par Flaubert, les Goncourt, Zola et compagnie. Ce faisant, l'enjeu du vrai s'en trouve délaissé, partiellement du moins, et seulement le temps du titre, cela dit, comme on l'a vu. À croire que la question du vraisemblable allait de soi du moment que le texte rapporte une autopsie. C'est-à-dire du moment qu'il s'affiche en tant que récit naturaliste, les fictions naturalistes étant toutes, c'est bien connu, censées être véridiques. J'espère que vous avez bien entendu les guillemets que j'ai mis sur ce dernier mot. Rod substitue donc l'autopsie au cas. Ce choix est significatif, aussi dans la mesure où le docteur Z a pratiqué maintes autopsies. Il a pratiqué des autopsies où, grâce à l'appareil dont il seul a détenir le secret, il a pu lire les pensées, lire dans les pensées des défunts étendus sur la table d'opération. Tandis que, disons à l'opposé, le narrateur de la nouvelle de Poe n'a effectué son expérience paranormale qu'une seule fois. L'autopsie menée par le docteur Z sur son sujet d'élite a beau être désignée comme un cas étrange, c'est une citation, clin d'œil de Rod au cas extraordinaire de Poe, qui aussi est une citation. Cette autopsie-là, elle peut être désignée comme étrange, elle est banalisée par le fait qu'il y en a eu plusieurs autres avant elle. C'est une parmi tant d'autres, une femme parmi tant d'autres sur le marbre de l'amphithéâtre. Pour tout vous dire, elle n'est étrange, cette autopsie, que parce qu'il s'agit de la dépouille d'un suicidé sophistiqué. Mais en même temps, ce défunt a disparu du titre de la nouvelle. Il est moins important puisque Rod ne lui accorde pas le privilège d'être dans le titre. Rod préfère porter l'attention sur le médecin légiste, un parfait avatar du romancier naturaliste, je le redis. Rod, en outre, se sert des 3 étoiles pour voiler le patronyme du docteur en question, mimant l'usage qui a cours dans la presse du 19e siècle, en particulier dans la petite presse parisienne, si férue d'indiscrétions mondaines. La pratique consiste en le truc, vraiment, ça consiste à taire par une fausse circonspection le nom de la personne dont on parle, tout en laissant deviner à tous l'identité souvent bien trop transparente de l'individu qui fait l'objet du ragot. On peut aussi voir ce Z étoilé comme un signe attestant l'arbitraire, au sens d'une personne inconnue, X, Y, Z, la dernière des inconnues, Z, ou comme un indice nous disant qu'on se trouve à l'oméga du savoir, à la dernière lettre des connaissances. Rod va plus loin, car, à la différence du héros éponyme de la nouvelle de Poe, celui dont le nom figure en couverture de son recueil de nouvelles paru en 1884, il est celui qui effectue le prodige. Non, il n'est pas celui qui s'y soumet délibérément. Il est celui qui est responsable d'avoir créé le prodige. L'accent et le point de vue sont donc déplacés. Le docteur Z a connu une existence de paria en raison de sa trop grande perspicacité face aux choses de la vie. Voilà que se dessine en filigrane la figure d'Émile Zola. Z-O-L-A, un Z et 3 lettres cachées. Rod resta toute sa vie fidèle à ce maître et ami ès-lettres, ce chef de file du mouvement naturaliste si constamment chahuté par ses contemporains. Pour défendre ses fictions naturalistes, Zola s'était réclamé de la médecine expérimentale. Il faisait figure de docteur, en lettres.
Cette dernière hypothèse n'est qu'une parmi celles qui, en définitive, me conduisent à répondre par l'affirmative à la question titre de ma communication. C'est cette transformation d'une fiction fantastique, celle de Poe, en une fiction naturaliste de spéculation qui, à mon sens, fait de l'autopsie du Dr Z une véritable œuvre d'anticipation. Je vous remercie de votre attention.